Et bonjour Marc, très heureux de te retrouver aujourd'hui. Bonjour Olivier, bonjour à toutes celles et ceux aussi qui nous suivent. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous approfondissions sur le pouvoir du verbe, car je pense que ça mérite de réaliser un zoom sur ce thème. Mm. Donc, pouvoir du verbe, des fois on dit des choses, mais on ne s'en rend pas compte. Mais derrière, ben, forcément, il y a des intentions qui sont manifestées sans qu'on s'en rende compte. Et ça crée derrière. Ça crée. Oui, Alors ça le justement, crée. comment arriver à être davantage conscient mais d'appréhender justement cette notion de création parce que si tout le monde était vraiment, on va dire, sensibilisé sur cette résonance du verbe qui va se manifester, euh, comment mettre plus en relief justement ce pouvoir du verbe? Donc effectivement, on traite là du pouvoir de l'intention et de la manifestation et on a vu dans des précédentes capsules que le verbe finalement est central dans l'acte de création. Hmm. Il est central en cela où le verbe permet d'extraire, d'expulser, de libérer notre intention hein, qui se construit à l'intérieur de notre conscience, de l'expulser vers l'extérieur, dans l'environnement extérieur, en vue donc de sa manifestation. Le verbe est créateur en cela où il est animé, il est porté par Hmm. l'émotion. On Hmm. l'a vu, hein, l'alignement cerveau-cœur, cerveau-tête est une équation indispensable pour que la manifestation se fasse, se produise dans le réel. Donc je pense que ce serait intéressant de replonger un peu à comment s'est installé le pouvoir du verbe dans notre humanité. Hmm. Je vais rappeler un petit poème inuit, très ancien, parlant des commencements de la création et qui dit en substance ceci. À l'origine des temps, il y avait parfois des hommes et parfois des animaux. Un son, un cri, lancé au hasard, provoquait d'étranges choses. Nul savait pourquoi c'était ainsi. C'est intéressant parce que quand on parle des commencements de l'humanité, cela suppose que les langues n'étaient pas encore développées telles qu'elles le sont aujourd'hui. Nous étions dans les formats de proto-langage où l'homme s'exprimait par onomatopée, par monosyllabe, par cri, par son, par respiration, par sifflement. Et cette manière primitive de communiquer provoquait à l'extérieur d'étranges choses. Nul ne savait pourquoi pour le moment. Mais qu'est-ce que le verbe, qu'est-ce que ces proto-langages étaient en train de provoquer dans l'environnement immédiat des premiers hommes de l'humanité? Eh bien, ils façonnaient, ils construisaient les premières briques du réel. À l'origine, et on le voit aujourd'hui, puisqu'on a encore les vestiges de ces origines, lorsque l'on observe les tout jeunes nés, les bébés qui viennent de naître, lorsque l'on regarde les yeux d'un enfant qui vient de naître, et cela jusque dans les 3 ou 4 premiers mois de sa vie, son regard ne cligne pas des yeux, et son regard est en vacances. Parfois il a les yeux fermés, parfois il navigue autour de lui sans s'arrêter sur une chose en particulier. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que sa perception du réel n'est pas encore conditionnée par une interprétation. C'est-à-dire que l'enfant voit un univers chaotique, en cela où il perçoit la totalité des réalités, qu'il voit la lumière, il voit les vibrations, il voit aussi les formes physiques sans pour autant leur donner de sens, puisqu'il n'a pas encore les mots pour les nommer. Et c'est le matraquage des mots de ses parents, c'est le matraquage quotidien, maman, biberon, fleurs, papa, chéri, tout ça. Le matraquage quotidien de ses parents et de son environnement, des adultes qui l'environnent, qui vont finalement construire, façonner
son regard chaotique et vont le spécialiser sur la perception dite ordinaire, ce qui va nous valoir, valoir au petit homme de pouvoir évoluer verticalement dans ce monde environnant qui va l'accueillir en tant qu'être vertical. On dit aussi que Adam, lorsqu'il a été chassé du paradis, la première chose qu'il a dû faire, c'est de nommer chaque chose autour de lui. On comprend, c'est la même chose. Effectivement, on ne peut pas évoluer en tant que primate vertical dans un univers, dans un environnement inconnu. Il nous faut pouvoir nommer les choses. Et c'est donc le pouvoir du verbe a cette vertu justement de fixer dans la réalité multiple, dans notre environnement chaotique multiple, complexe, de fixer la forme matérielle pour pouvoir justement identifier cet environnement, de transformer ce royaume inconnu en un monde connu dans lequel nous allons pouvoir grandir. Le Verbe, donc, en cela, a le pouvoir de créer, de façonner le réel. Et je reviens donc à ces premiers hommes de l'humanité. Qu'est-ce qui a, il faut se remettre en disposition. Qu'est-ce qui motivait les premiers hommes de l'humanité à, à exercer, ou à pousser, ou à produire des sons, des cris, des onomatopées, des monosyllabes, ou des respirations, ou des sifflements. Mais ce qu'ils voyaient en fait dans leur environnement, qui encore était inconnu, et qui forcément suscitait, éveillait en eux des émotions de surprise, des émotions de surprise. Je pense même que les toutes premières émotions de l'histoire humaine, ce sont d'un côté la peur, et de l'autre l'émerveillement. Je pense qu'en face de la peur, on peut mettre l'émerveillement. Et ce sont les deux émotions primaires qui ont construit le faisceau émotionnel dans lequel aujourd'hui s'exprime l'émotion humaine. Donc face à cet émerveillement ou face à ces peurs, évidemment, l'homme, les premiers hommes de l'humanité ont exprimé ces peurs ou ces émerveillements par des sons, des respirations, des cris, etc. Et ces sons et ces cris et ces onomatopées ont commencé à construire les premières briques du réel, faisant de ce monde inconnu un univers de plus en plus connu, jusqu'à en arriver à notre monde actuel, qui est complètement matériel, 3D, dans lequel nous nous incarnons, nous évoluons, où quelque part, plus rien n'est encore à révéler. Et ce qui permet, lorsque le verbe aujourd'hui est encore, conserve ce pouvoir créateur, le verbe a conservé ce pouvoir créateur, mais non plus sur le plan de la 3D, parce qu'on n'a plus rien véritablement à manifester sur le plan de la 3D, puisque nous sommes dans un consensus qui nous permet d'adhérer ou d'admettre que le réel est ainsi fait et que toute l'humanité peut évoluer dans cet environnement révélé. Mais le pouvoir, le verbe reste créateur en cela où on peut continuer à révéler ce qui appartient encore au domaine de l'inconnu. Et donc, pour réfléchir à cela, il nous faut nous projeter dans la matrice et donc de nous dire que nous ne sommes pas seulement dans un monde révélé, 3D, que ce monde 3D est encarté et impliqué dans une matrice beaucoup plus large où différentes bandes d'émanation s'entrecroisent et s'emboîtent l'une l'autre et dans lesquelles nous pouvons évoluer et poursuivre l'évolution de la conscience en changeant notre vibration, en augmentant nos fréquences pour aller naviguer là, dans les zones de l'inconnu, là où rien n'a encore été révélé. Hmm. Ok. Je sais pas Euh, si je suis clair. oui, oui, oui. Alors, je voudrais qu'on on s'oriente à nouveau sur cette notion de verbe, notamment sur un plan pratique, je dirais, parce que là, tu nous l'as défini et tu nous as donné un peu les origines. Mais par exemple, si on a une personne qui fait de l'humour, qui plaisante, et derrière, ben, naturellement, elle crée. Si derrière, ça se produit avec émotion. Maintenant, si elle fait de l'esprit, si voilà, elle se met à plaisanter, mais sans pour autant mettre un impact émotionnel, là, on va dire, on peut pas dire qu'il y a de la manifestation, il y aura de la manifestation derrière. Il y aura moins d'impact. Est-ce que tu es d'accord? Il y aura moins d'impact, oui.
Et bien sûr, c'est ça où on voit à quel endroit le verbe devient agissant et permet de créer, ou en tout cas d'impacter l'environnement, ou lorsque simplement ce ne sont que des mots qui finalement sont vides de pouvoir. Un mot qui n'a pas d'impact sur son environnement, c'est un mot qui n'est pas porté par une émotion. On peut très bien, pour recaler ou recalibrer un enfant turbulent, de lui dire que c'est un imbécile ou un sot. Hmm. Ce n'est pas pour autant qu'on y croit, ou ce n'est pas pour autant qu'on y met une émotion. On le dit pour susciter une réaction chez lui, ou le rectifier, ou le redresser. On peut dire très bien de cela aussi à un collègue de travail. T'es vraiment un connard. Bon, c'est pas pour autant qu'on le pense. Ces mots-là Oui, n'auront pas d'impact. Par contre, dans une querelle où les émotions sont mises en avant, et que l'on emploie justement des mots forts, des mots durs, qui sont projetés sur quelqu'un d'autre, avec qui on est en querelle. Et que là, ces mots vont impacter la personne parce qu'ils sont chargés, ils sont portés par une émotion. En cela, ces mots-là vont réellement impacter l'autre, et c'est en cela où quelque part il nous faut toujours être surveillant par rapport au verbe que l'on emploie. Pourquoi? Et en quoi aussi il y a cette capacité d'être impacté par un verbe? Il ne faut pas oublier, je voudrais ramener cette discussion aux expériences du professeur Emoto et celles qui ont été poursuivies aussi par Benveniste autour de l'eau. Emoto a montré que l'intention et la charge des mots peuvent modifier la structure de l'eau. Tout le monde peut en faire l'expérience chez soi. Hein, on sait bien que en cristallisation sensible, on peut observer la manière dont se structurent les molécules d'eau qui ont été euh, chargées par des mots négatifs ou chargées par des mots positifs. Et c'est intéressant de ramener cela à nous-mêmes, puisqu'il ne faut pas non plus oublier que notre corps est constitué de 70% d'eau. Et donc, ce n'est pas sot que de réfléchir dans cette direction, en cela où, lors d'une querelle, quelqu'un peut très bien nous envoyer des mauvais mots chargés d'une intention, et ces mauvais mots, qui sont des vibrations, des fréquences, vont informer l'eau de notre corps, et vont donc modifier, évidemment, notre état général. tout à fait. De la même manière, puisqu'on sait que ce pouvoir du verbe, dès lors où il y a une émotion, on peut aussi inverser, on parlait de la version négative de la chose, on peut aussi l'imaginer dans sa version positive, et d'autres expériences aussi le montrent. Les prières, par exemple, les prières de guérison, d'accord, Hmm. exploitent ce potentiel-là et envoient des charges qui passent par le verbe chargé par l'émotion sur des personnes qui, étant malades, vont donc faire l'objet de soins de la part de groupes d'individus qui vont se mettre en prière ou vont chanter des mantras ou envoyer des charges verbales chargées d'émotions dans le but de voir la personne malade améliorer sa santé, voire le guérir. Donc, dans les deux cas, on voit que le verbe a un pouvoir de transformation vers l'extérieur. Et pour revenir à notre sujet, puisqu'on parle ici de la puissance de l'intention et de l'art de manifester, il nous faut donc bien considérer la puissance du verbe et comment il nous faut l'employer, évidemment, dans une procédure, dans une stratégie de manifestation. Alors, tout à fait. Mais je voudrais rebondir sur le fait que même si on lance des mots qui sont sans, on va dire, fondement émotionnel, par contre, la personne qui reçoit peut très bien, justement, prendre le mot avec une charge émotionnelle. Donc, je prends par exemple l'éducation, les enfants. Bon, écoute, tu m'ennuies, on dit ça à son enfant, mais sans charge émotionnelle, hein, sans colère, ok? Mais l'enfant, lui, reçoit ça derrière et le transforme avec une charge émotionnelle. Donc, du coup, même si il n'y a pas, on va dire, une intention qui est saupoudrée d'émotions, n'empêche qu'elle a quand même un impact par rapport à la personne qui reçoit et qui n'a pas cet enseignement, bien sûr. Parce que l'idée, ce serait de recevoir le verbe et de le prendre en tant que tel. C'est-à-dire, je le prends de façon froide.
tu vois. Et le prenant de façon froide, je veux dire, il n'y aura pas de résonance en moi. Tu comprends? Je pense que toute la problématique de la psychologie en Occident, elle tient en grande partie à ce que tu viens d'évoquer. En cela où, effectivement, on pourrait voir aussi de plus en plus de personnes sont hypersensibles, ou en tout cas sont cataloguées comme telles ou étiquetées comme telles dans nos sociétés, où il y a une hypersensibilité qui finalement font que des personnes peuvent être plus qu'impactées pour des choses qui, en définitive, étaient neutres ou pas impactantes dans leur forme en tout cas. Mais effectivement, tout dépend de nos filtres, tout dépend de la manière dont on accueille les choses et le sens que l'on donne aux choses. Et je pense que pour régler cette problématique-là, eh bien, il y a un vrai travail travail de détachement. Hmm. Voilà pourquoi le détachement et la notion de détachement, elle est centrale dans les ouvrages que j'écris. Elle est centrale en cela où c'est une discipline qu'il nous faut suivre pour pouvoir justement passer à travers ces obstacles, à travers ces filtres qui nous empêchent d'aller plus loin, de progresser et de faire systématiquement de nous des victimes. On doit pouvoir être l'observateur silencieux de notre monde aujourd'hui pour pouvoir naviguer en tranquillité. Si on se laisse impacter partout, eh bien, on n'avance pas en définitive. Et quelque part, le développement personnel qui est en train de fleurir partout en Occident, eh bien, a- met l'accent justement sur ce travail qu'il nous faut faire à l'endroit du détachement, être observateur, Hmm. être détaché, avoir la vision de l'aigle, c'est-à-dire de pouvoir non plus être l'acteur animé par des émotions, mais de pouvoir regarder les mécanismes qui jouent dans qui jouent dans les événements qui forment et qui s'installent dans nos vies, de voir les mécanismes sous-jacents, silencieux, de pouvoir voir les coulisses de ce qui se passe, pour voir les tenants, les aboutissants, les causes et les effets, et de nous situer à l'intérieur de tout cela, de manière détachée. Et pour cela, il nous faut développer la vision holistique, la vision de l'aigle. Et pour arriver à cette vision de l'aigle, tout cela passe par le détachement. Le détachement, c'est central. Oui, c'est vraiment avoir cette émotion froide, c'est-à-dire, l'idée, c'est pas d'avoir, ne pas vivre l'émotion, mais c'est d'avoir un peu quand même ce contrôle, c'est-à-dire, à un moment donné, et puis ce discernement, parce que je pense que le détachement se couple avec le discernement, c'est-à-dire, à un moment donné, je reçois une attaque verbale, est-ce que je dois tout prendre argent comptant, ou au contraire, ce ne sont que des mots et je ne m'en tiens qu'à des mots. Donc c'est un vrai travail de souveraineté personnelle en fait, hein. Oui. Oui, C'est oui. Les stoïciens nous rappelaient cette règle. Ce n'est pas les événements extérieurs qui sont agressifs. Je le dis avec mes mots, mais en tout cas, je ne sais plus si c'est Épictète qui signalait cela. En fait, c'est finalement rien n'est agressif en soi de ce qui vient de l'extérieur. C'est la manière dont on l'interprète, dont on vit la chose. et oui, On peut très bien prendre les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que l'on voudrait qu'elles soient. et ça je pense que Don c'est Juan Matus, qui a enseigné Carlos, Don Juan Matus, qui a enseigné Carlos Castaneda à l'endroit du détachement, rappelait cette règle. Il disait, je ne m'attache à rien pour n'avoir rien à défendre. Et de manière sous-jacente, la sous-règle, c'est de dire que tout ce que nous faisons au moment où nous le faisons est la chose la plus importante du monde. Mais une fois que cette chose a été faite, réalisée, elle n'a plus aucune espèce d'importance. Et cela confère une forme de liberté où on ne Mhm. s'attache en définitive à rien, rien ne nous arrête, rien nous retient. Et ça, cela tient aussi bien pour nos pensées, nos croyances, nos attachements matériels et même les attachements que nous avons à l'égard d'autres personnes, notamment les attachements affectifs. Ah oui, absolument, absolument. C'est vraiment un des fondements majeurs sur le développement personnel justement. Et c'est bien que tu aies pu mettre en lumière justement ce sujet, car je trouve qu'il est je dirais, il n'est pas suffisamment abordé. Et la façon dont tu le présentes, notamment dans ton livre, hein,
Donc, je le montre à nos amis hein, qui nous suivent. Euh, je trouve que c'est vraiment bien illustré. Et d'ailleurs, merci, hein, parce que moi, personnellement, ça m'aide beaucoup, on va le dire, hein, parce que derrière, j'ai le sentiment d'être plus attentif. Et d'ailleurs, je déploie plus de présence hein, pour faire attention justement aux verbes, mais aussi aux intentions. Donc, en tout cas, merci et de vraiment nous éclairer sur ce chemin parce que je pense il est essentiel. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui donc cette capsule et puis on se retrouvera très bientôt, hein. Merci beaucoup, Marc. Merci Olivier, avec plaisir de revenir aussi sur ce sujet très important sur le détachement. On en parlera lors À d'une prochaine bientôt. capsule. À bientôt. Merci, Marc. Au revoir.